Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin ce lundi. Alors au sommaire ce matin, on vous expliquera ce que l'on risque lorsqu'on injurie, diffame sur les réseaux sociaux, de façon plus générale sur Internet. Et nous verrons cela avec Antoine Fitante, avocat spécialiste en droit de la communication, des nouvelles technologies et de l'Internet. 10h15, notre conseil jardinage avec cette question: que faire des graines de potiron une fois récoltées? Réponse avec notre chroniqueur Roland Motte, président de l'Institut des sciences de Vittel. À 10h20, la page emploi de Lorraine Matin avec Katia Schmitt qui nous parlera de cryothérapie, utilisée notamment pour les sportifs de haut niveau pour une meilleure récupération. Et puis à 10h35, nous retrouverons notre coup de cœur qui porte ce matin sur le site monbailleur.fr. Il s'agit de trouver un logement social en un clic. Présentation avec la fondatrice de ce site, une Vosgienne, Maïmouna Niane. Mais tout de suite, on retrouve Régis Godu qui présente le 12-13. Salut Régis. Vous allez parler de quoi ce midi? Nous reviendrons sur la belle victoire hier de Lucas Pouille, le jeune espoir du tennis français, a décroché son premier titre dans un tournoi au Moselle Open et je vous donne le score 7-6, 6-2. Et puis ce dimanche, il y avait aussi un rassemblement, un pique-nique revendicatif même, à Altevillers, en Moselle-Est, juste à côté d'un forage de gaz de couche. Différents collectifs inquiets pour l'environnement voulaient ainsi alerter l'opinion. Et puis, si vous ne le connaissez pas, vous ferez la connaissance de Jim, l'artiste originaire de Laxou qui grimpe. Ses portraits de célébrités ou même d'anonymes s'exposent. Il revient d'ailleurs de Bruxelles. Merci Régis, à tout à l'heure. À Metz, c'est Mathieu Mercier que l'on retrouve en duplex de la locale. Salut Mathieu, on vous retrouve ce soir. Laurence. Avec quoi au menu? Alors, on nous retrouve avec les vendanges, les préparatifs des vendanges. Fabrice Rosassi et Emmanuel André, qui sont là, prêts à partir, vont aller nous faire vivre le jour juste d'avant, puisque c'est aujourd'hui qu'on peut vendanger, mais tout le monde n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe juste en attendant avant? On verra ça du côté de Crans-les-Bains. J'ai bien prononcé, Fabrice, c'est ça? Crans-les-Bains. Crans-les-Bains, exactement, tout près de Luxembourg. On ira ensuite du côté de Thionville pour vous présenter en avant-première la nouvelle médiathèque Puzzle, qui ouvre ce week-end prochain. Et puis enfin, le portrait d'un... Je ne sais pas comment le qualifier, il s'appelle Joseph, il vit avec sa chatte sur la tête, je ne rigole pas Laurent, c'est très sérieux, et c'est un peu celui qui fait rire tout le village du côté de Geoff, image très rigolote d'un amoureux des chats, et il fait la risée de tout le village, vous verrez ça tout à l'heure à 19h15. Super, belle journée à vous et travaillez bien ce soir, donc Mathieu. Et on passe à la revue de presse de ce lundi. Le Répu titre sur le projet Pollinaire, dont l'objectif est de mettre en place des sentinelles en Lorraine. Ce peut être vous ou encore moi. Et votre mission, observer les bouleaux ou autres espèces, notamment en période de pollinisation. Vous transmettrez ces données, l'objectif étant de mieux anticiper les allergies. Il faut savoir qu'il y a 460 000 allergiques en Lorraine. Et puis on peut épargner sans compter, titre l'Est républicain, grâce à l'application Pigou, produite par une start-up nancéienne. Exemple, vous faites un plein d'essence à 44,30 €. Eh bien, votre compte sera débité de 45 €. La différence étant sur Pigou. Il suffit de s'inscrire et de connecter son compte bancaire à l'application. Un pourcentage de 3,9% est donc reversé à Pigou. La cible étant les 15-25 ans. Et puis Vosges Matin fait sa une sur Frépertuis qui poursuit son irrésistible ascension. Le parc d'attractions totalise cette année 271 000 visiteurs, soit 10 000 de plus par rapport à l'année dernière. Et on réfléchit déjà à la prochaine saison qui s'ouvrira en avril avec un nouveau manège, le Golden Driller. Ce sera une tour de chute de 66 mètres. On jette un œil vite fait sur la couleur du ciel. Vous allez voir que les nuages vont faire la place belle cet après-midi au soleil avec des températures qui, vous le constatez, restent tout à fait honorables pour la saison. Quant à l'image du jour, elle a été postée par Gaston Pierre qui nous envoie une très jolie photo assez poétique du Saulnois sous la brume matinale. On arrive déjà à la deuxième partie de cette émission avec cette question ce matin: que risque-t-on quand on injurie, diffame sur le net ? Et on va voir cela avec Maître Antoine Fitante, avocat spécialisé en droit de la communication, des nouvelles technologies et de l'Internet. Bonjour Maître et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi libre de s'exprimer sur Internet, les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Et du coup, il y a deux questions majeures qui se posent. Qu'est-ce qu'on risque ?
et comment réagir lorsqu'on se fait injurier ou diffamer. Première question, avant toute chose, c'est quoi la définition de la diffamation? La diffamation, c'est l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération d'une personne déterminée. Exemple. Ouais. Vous m'accusez d'être un voleur. C'est une injure, c'est une expression outrageante qui ne se rattache à aucun fait précis. Vous me dites, je suis un voleur parce que je sors à l'instant de tel magasin, l'alarme retentit. Vous rattachez cette expression à un fait précis déterminé, c'est une diffamation. Vous accusez un ministre d'être indigne d'exercer la fonction ministérielle. C'est une injure. Ou une expression, ça paraît lourd quand même. Ou plutôt l'expression d'un jugement ou d'une opinion. Mais si vous rattachez cette expression, cette opinion, à un fait précis, il est indigne d'exercer la fonction ministérielle parce qu'il a fraudé le fisc ou qu'il a planqué son argent à l'étranger, vous voyez. Oui. Eh bien, vous tombez là dans la diffamation, puisque l'opinion va se rattacher à un contexte factuel précis. C'est un fait précis déterminé et vous relevez alors de la diffamation. Alors, est-ce qu'on peut diffamer, injurier au nom de la liberté d'expression? Nous avons une chance inouïe. La liberté d'expression sur Internet est fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes des millions d'internautes à nous connecter sur nos écrans. Mais liberté rime aussi avec responsabilité. La loi sur la confiance pour l'économie numérique vient déterminer les responsabilités entre les fournisseurs d'accès et les hébergeurs et l'éditeur de contenu. L'internaute est en puissance un directeur de la publication et par conséquent, il endosse la responsabilité première de ce qu'il dit ou publie sur Internet. Et l'abus, naturellement, est sanctionné. La liberté trouve sa limite dans les abus. Vie privée, droit à l'image, droit d'auteur, diffamation, injure. On va en reparler d'ici quelques instants. Je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage qui a été diffusé dans le 19 en région Île-de-France, un reportage témoignant de cette problématique justement. Bien volontiers. Tu sers à rien. Ou encore, t'es qu'une sale pute. Voilà les insultes régulières auxquelles Mélanie doit faire face. Une passionnée de jeux vidéo dans un univers très jeune et masculin où l'agressivité et le sexisme peuvent devenir un mode d'expression. C'est des insultes ultra violentes qui sont beaucoup plus faciles à écrire qu'à dire, qu'à prononcer. Il y a beaucoup de filles qui doivent masculiniser leur pseudonyme ou leur façon de parler ou voilà, pour pouvoir jouer tranquille. Et je trouve ça triste. Sur cette plateforme de modération, on scrute justement tous les excès. On est tellement bien avec les migrants à Calais, entre raquettes et viols, on se sent comme chez eux. Donc voilà typiquement le genre de commentaires, bien évidemment, qu'on ne va pas laisser en ligne. L'an dernier, sur les commentaires traités par les modérateurs, 3 messages sur 10 ont été filtrés. Les attaques sont souvent liées aux communautés religieuses, communautés sociales aussi. Donc il y a évidemment des propos plutôt racistes, antisémites, xénophobes, sexistes aussi. Quelqu'un qui a un espace social et qui laisse passer ce genre de commentaires peut potentiellement avoir des répercussions judiciaires jusqu'à la fermeture de son site, pourquoi pas. Les injures publiques à caractère racial, homophobe ou discriminatoire peuvent être punies très sévèrement, avec des peines allant jusqu'à 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Une réaction, maître, à ce reportage? Oui, c'est tout à fait juste. Les sanctions sont sévères en matière d'infractions qui relèvent de l'apologie du terrorisme, de l'apologie des crimes et des infractions d'incitation à la haine raciale ou xénophobe. L'injure, c'est 6 mois d'emprisonnement, 22 500 € d'amende. La diffamation, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Oui, d'où l'intérêt d'en parler. Alors, prenons des exemples très concrets. J'ai insulté mon patron sur les réseaux sociaux. Est-ce que je risque réellement quelque chose? Et quoi? Alors, oui et non. Le salarié jouit bien sûr d'une très grande liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. C'est le Code du travail qui le prévoit. Mais encore faut-il que cette liberté ne dégénère pas en abus. Concrètement, donc, le salarié derrière son écran, le soir chez lui, puisque autrefois ça se faisait à la cafétéria ou dans le café du commerce. Bien, ce soir, aujourd'hui, ça se fait derrière un écran d'ordinateur. Il se libère davantage. Il est chez lui, donc il croit qu'il ne risque rien. Eh bien, tout va dépendre du caractère public ou privé du message, je vais y venir, et du contexte.
Alors, public-privé, ça reste public, là, puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Tout dépend du paramétrage de votre compte. La Cour de cassation a jugé le 10 avril 2013 que Facebook était un espace privé à la condition que seuls n'ont accès à l'information que ceux que vous avez autorisés, agréés, et s'ils sont en nombre restreint. Si nous sommes dans ce cas de figure-là, vous êtes dans une sphère privée, et un fait de la vie privée ne peut pas donner lieu à une sanction disciplinaire. Par contre, si le compte Facebook n'est pas paramétré pour être limité dans son accès, que tout à chacun y accès. J'ai 1500 amis, par exemple. Mais les amis de mes amis font que la sphère devient alors publique, et le message alors est public et peut donner lieu à une sanction disciplinaire parce que nous sommes dans la sphère publique. Tout va dépendre après du contexte aussi. Oui, bien sûr, et du niveau de la diffamation et de l'insulte. Bien sûr, on a des exemples récents en jurisprudence. Je pense à un arrêt très récent de la Cour de cassation du mois de mars 2016, où un salarié, à l'occasion d'une fusion-absorption, avait critiqué son employeur à propos de la discussion d'accords collectifs en le traitant de dictateur, etc. On a considéré que ces propos, bien qu'excessifs, s'inscrivaient dans un conflit du travail, et le contexte autorisait le droit à la polémique et le droit à la critique, même sur un ton très sévère. Mais c'est le contexte qui l'autorise. Alors, on l'a vu un peu dans le reportage tout à l'heure. Donc, il y a tout ce qui relève des commentaires, on va dire, homophobes, sexistes, racistes. Oui. Ça a été dit, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement. Oui. À l'actualité. S'il y a des propos, admettons, sexistes ou racistes, comment je fais pour les faire retirer? Est-ce que c'est possible et comment je m'y prends? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut d'abord commencer par faire une sommation à celui qui a édité ce contenu en ligne. Quand vous dites sommation, ça veut dire un mail, je le somme. C'est oui, tout et qui fait foi. Voilà, je vous somme d'avoir à retirer ce message. Si l'intéressé ne le fait pas, vous avez la possibilité, et il faut le faire, de notifier à l'hébergeur de ce contenu une demande de retrait, et il doit agir promptement dans les 72 heures. Donc j'écris à Facebook France. Vous écrivez à Facebook France, tout simplement. En recommandé. En recommandé. Et s'ils ne le font pas dans les 72 heures, il est possible de saisir un juge, le juge des référés, qui est le juge de l'urgence, afin d'obtenir le retrait sous astreinte. D'accord. Autre cas de figure, maître. Je suis élève en 3e. Je fais une vidéo en classe de ma prof d'histoire que je poste sur Facebook. Vidéo qui entraîne un nombre incroyable de commentaires, vous l'imaginez, sur la prof en question. Qu'est-ce que je risque en tant qu'élève ? Alors, ce cas est fréquent, l'élève, mais les parents risquent. L'élève, bien sûr, a sa propre responsabilité, et si le propos est injurieux ou diffamatoire, il peut se retrouver devant un juge pour enfants. Mais les parents sont civilement responsables de leurs enfants, donc les parents eux-mêmes, du fait du message posté par l'élève, risquent une condamnation civile en tant que civilement responsable. Donc des dommages et intérêts à payer qui peuvent s'échelonner entre combien et combien ? Alors écoutez, tout dépend. Ça va de l'euro symbolique à 15 000 euros à 20 000 euros. Tout dépend ensuite de la personnalité, de la notoriété de la personne. Pénalement, je risque rien ? Alors, pénalement, si, tout dépend. Si, effectivement, c'est une injure ou une diffamation, s'il y a une infraction pénale, vous risquez une sanction. Les sanctions prévues par la loi. Une injure, donc, c'est une amende, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Une diffamation, c'est une amende, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. La loi ne sanctionne que les peines d'emprisonnement que les infractions gravissimes d'apologie et les infractions à caractère xénophobe et raciste. D'accord, c'est clair. Autre exemple, mon mari et moi avons fait une vidéo coquine, on divorce. Je retrouve ces vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que je fais ? Alors, écoutez, je veux évidemment qu'elle soit retirée. Oui, vous pouvez engager une action contre celui qui l'a postée, mais la question qui se pose est de savoir quel type d'action. Sur un plan pénal, la loi prévoit, dans un article 226-1 du Code pénal, que le fait de capter, d'enregistrer, de diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé et portant atteinte à l'intimité de sa vie privée est sanctionnable d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce qui suppose que la photographie n'ait pas été prise avec l'autorisation de la personne. Si par conséquent la photographie coquine a été prise avec l'accord du conjoint, qui ne s'est pas opposé au moment de la prise de photographie, sur un plan pénal, l'infraction n'est pas constituée. Par contre, c'est une faute civile qui peut donner lieu à une action civile en dommages et intérêts pour violation de la vie privée. Donc il faut bien distinguer le risque pénal encouru
la loi pénale est d'interprétation stricte, donc on ne peut sanctionner que si le délit est constitué dans tous ces éléments. Et si la photo quand même porte vraiment préjudice énormément à ma vie privée, là je peux demander des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts, même si mon ex-compagnon ne risque rien pénalement. Mais sur un plan pénal, non. C'est clair. Autre exemple, j'ai retweeté un message à caractère diffamatoire. Est-ce que je risque quelque chose là ? Bien sûr. Dès lors que c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais bien sûr, c'est toute la violence du tweet qui vient s'immiscer dans votre information de manière brutale. Mais quand vous retweetez, vous relayez une information, vous prenez la décision de l'afficher. Ça veut dire que je suis consentante avec les propos qui ont été tenus. Mieux que ça, vous la reproduisez. Et la loi sanctionne la diffamation par diffusion directe ou par voie de reproduction. La même question se pose en faisant usage du bouton partage de Facebook ou éventuellement du bouton j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on risque quand on like un papier qui critique je dis n'importe quoi, un sportif ou un élu Alors, si vous le partagez, vous reproduisez l'information, vous encourez la même sanction que celui qui diffuse. Et à supposer même que celui qui a diffusé ne soit pas poursuivi, vous pouvez, vous, l'être distinctement. Par contre, si vous vous contentez de dire « j'aime » en cliquant sur le bouton « j'aime », à mon sens, vous ne faites qu'exprimer une opinion, un jugement, qui est de votre libre appréciation. La liberté d'expression vaut pour les idées qu'on accueille favorablement, mais aussi pour celles qui heurtent, qui inquiètent. C'est la tolérance, la démocratie que le souhaite, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, en cliquant sur le bouton « j'aime », vous émettez un avis. Positif ou négatif, peu importe, ça vous regarde, mais vous ne partagez pas. Il ne faut pas partager, c'est ça. Attention à ce qu'on partage. C'est le partage. C'est le partage qui caractérise, à mon sens, l'infraction. Vous reproduisez, et en reproduisant, vous commettez l'infraction. Clairement. Un mot sur les hébergeurs, il ne faut pas hésiter, vous l'avez dit tout à l'heure, à leur écrire, recommander, sommation, voire faire appel à un huissier pour qu'il retire tout propos jugé injurieux. Vous devez crouler sous les dossiers. Donc, quelle est la moralité au final ? Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Écoutez, ne pas être sur Facebook Non, surtout pas. Il ne faut pas dramatiser l'Internet. C'est un outil formidable d'échange, de lutte contre l'isolement et de partage des connaissances. Surtout pas. Par contre, il faut s'éduquer au numérique. L'éducation citoyenne, ce n'est pas que l'éducation à la civilité comme on l'entendait autrefois. C'est l'éducation aux pratiques de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes des millions à nous connecter à chaque instant. Donc il faut que l'on s'éduque. Aussi bien les parents vis-à-vis de leurs enfants, mais même les seniors. Les seniors qui sont seuls chez eux, c'est un outil qui leur permet de lutter contre l'isolement. Mais ils ne sont pas informés des risques qu'ils encourent en partageant, par exemple, un texte qui relèverait d'une infraction. Voilà. Donc c'est une question d'éducation. Avant toute chose, et cela a commencé très tôt, à l'école, les parents, et tout au long de sa vie. Si on veut éviter que demain, on vienne nous réguler, nous imposer une régulation, si on veut préserver nos libertés, eh bien, il faut, je crois, s'éduquer soi-même. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous ce matin sur ce sujet franchement passionnant et on ne peut plus d'actualité. Dans un instant, on retrouvera Roland en mode, votre voisin, qui nous expliquera que faire des graines de potiron. À 10h20, on retrouvera Katia Schmitt pour la page emploi de Lorraine Matin. Vous saurez tout ce matin sur la cryothérapie. Et puis, notre coup de cœur portera sur le site monbailleur.fr pour trouver un logement social. Tout de suite, on part se balader aux quatre coins de la Lorraine. Ça cartonne, les Chinois ont envahi Metz dans nombre d'hôtels. Cela dit, la ville n'est qu'une étape dans leur circuit européen. Précision, Benoît de Butler, Yves Kreidel. On les a cherchés toute la journée. À la cathédrale, dans les boutiques, dans le Triangle impérial ou à Pompidou, pas un Chinois à l'horizon. L'explication du mystère est simple, ces touristes invisibles arrivent à Metz le soir et repartent au petit matin. Une halte routière entre Francfort et Paris pour des visiteurs économes de leur temps et de leur argent. Ça fait déjà à peu près 1 an et demi, peut-être presque 2 ans, où on peut voir cette nouvelle clientèle venir sur notre établissement, mais de façon en groupe, plutôt qu'en individuel. Ils sont plutôt exigeants sur les tarifs. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles ils choisissent les hôtels en général. C'est leur objectif, c'est d'abord les tarifs. En France, les Chinois ne pensent qu'à une chose, le shopping à Paris.
L'Office de tourisme aimerait bien qu'il s'arrête un peu plus longtemps à Metz. Des brochures en mandarin sont distribuées dans les hôtels et les tours opérateurs sont invités à prolonger l'escale. Les Chinois, vous le savez, arrivent souvent à Francfort, terminent par Paris, ou à l'inverse Paris-Francfort ou Paris-Suisse. Ils font beaucoup de circuits en Europe. Et donc l'idée, effectivement, c'est de faire des itinéraires qui passent par Metz pour leur permettre de découvrir la ville. Ça ne va pas être simple avec des vacanciers qui ont en moyenne une semaine chrono pour visiter l'Europe. Et puis on vous en a déjà parlé de ce projet de réhabilitation d'une très vieille locomotive, la Suzanne de Bar-le-Duc. Regardez où elle en est. C'est un moment historique pour Jean Boucheret. Il est impliqué depuis 1992 dans le projet de réhabilitation de la Suzanne, cette locomotive née en 1890. Il rêvait de la voir rouler à nouveau. Le trajet qu'elle vient d'effectuer est tout un symbole. Ce tronçon de voie ferrée de 4 km 200 emprunte le tracé de la ligne qui reliait Bar-le-Duc à Verdun, ligne où elle a officié pendant 45 ans. C'est un grand plaisir de se retrouver sur cette locomotive quand même qui est plus que centenaire. Et puis de la voir rouler effectivement sur le trajet dont on rêve depuis 1993. Utilisée dans la Somme par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, la locomotive a failli disparaître. En 1992, les bénévoles de l'association la sauvent de la rouille et se fixent comme objectif de la restaurer. Un chantier d'insertion est créé. 16 ans plus tard et après 50 000 heures de travail, la Suzanne sort de l'atelier. Restait à la tester sur cette voie créée pour elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse les essais de la voie, les essais de freinage, les essais de comportement de la locomotive, les essais de comportement de la locomotive sur la voie. Je voulais savoir surtout si elle était capable de le faire. Voilà. Et maintenant, je le sais. Donc, il n'y a plus de problème. Maintenant, on peut amener du monde, il n'y a pas de problème. L'association a restauré plusieurs wagons. Dès l'année prochaine, la Suzanne devrait pouvoir emmener des voyageurs sur ce tronçon historique. Il y a 100 ans, la locomotive a aussi acheminé des vivres et ramené des blessés pendant la bataille de Verdun. On a fêté la semaine dernière les 20 ans de la Fondation du patrimoine. C'est un organisme qui accompagne, soutient et finance la restauration de bâtiments ayant un intérêt patrimonial. Exemple avec Arnaud Salvini et François Bobet. C'est un des monuments les plus remarquables de Lorraine. Le grand escalier Renaissance de l'hôtel d'Oudreville à Neufchâteau. Un trésor du XVIe siècle, unique dans la région, mais en piteux état il y a encore quelques années. Ici, la Fondation est venue apporter son expertise à des porteurs de projets, parfois perdus dans les méandres administratifs. Ils ne savent pas d'une part, et c'est difficile d'y parvenir avec les moyens qu'ils ont, quoi. Donc ça veut dire soutien technique ? Soutien technique, soutien moral quelque part, indiscutablement aussi. On est là pour les porter, pour essayer de les motiver, et on y parvient. Tout l'objet des politiques publiques, de ce que nous engageons, c'est d'essayer de mettre en valeur ce patrimoine. Et nous avons souhaité faire une opération exemplaire en réhabilitant cet escalier. Autre édifice, autre patrimoine. Une petite maison perdue au milieu de la prairie, la source thermale de la Sarmerie, le symbole du petit village de Dolincourt. Un investissement de 27 000 € qui aurait été impossible à réaliser sans la souscription lancée par la Fondation. Finalement, au-delà du côté affectif local, ça méritait, ça valait le coup et tout le monde était prêt derrière nous à nous aider pour le faire. Simplement, je crois qu'il fallait un catalyseur pour y arriver et ça a bien été la Fondation. On a notre récompense, c'est-à-dire qu'on connaît des élus, des responsables, des personnes bénévoles, des associations qui sont elles aussi passionnées et qui à la fin réussissent leur projet et ça nous encourage beaucoup. Château, église, mais aussi toile de maître ou instrument de musique, en 20 ans, la Fondation a ainsi accompagné près de 200 porteurs de projets partout dans les Vosges. Elle va remonter sur le ring le 1er octobre en Norvège. L'ex-championne du monde de boxe Anne-Sophie Matisse remet le couvert. Pascal Judas et Jean-Pierre Petit-Collat l'ont rencontrée. Vous allez voir, elle est plus combative que jamais.
Après 4 titres de championne du monde, 32 combats professionnels, 27 victoires dont 23 avant la limite, on la croyait définitivement sortie du ring. Pendant plus d'1 an, elle a profité d'une retraite sportive paisible ou presque, à peine un petit détour en pied-point. Trop calme, sûrement pour la boxeuse française la plus titrée de l'histoire. Après 19 mois, Anne-Sophie Mathys a décidé de repartir au combat. Une préparation à la mode Mathys pour retrouver une forme olympique. Ça fait du bien au corps de s'arrêter totalement. Alors là, il y a eu 4 mois complètement d'interruption. Et le fait de reprendre, en fait, le corps, il a envie, la tête, elle a envie, le moral a envie. Après, là, c'est sûr, ça fait déjà un mois et demi que je m'entraîne. Donc là, je commence un petit peu à saturer, ce qui est normal. Autrement, c'est que je ne travaillerai pas assez. Mais dans tous les cas, cette interruption m'a fait énormément de bien. Et je travaille, on va dire, plus intelligemment et plus sur déjà de l'acquis. Pour sortir Anne-Sophie Mathys de sa retraite, il fallait un défi d'envergure. Il lui est offert par Cecilia Brækhus, la Norvégienne numéro 1 mondiale invaincue. En 28 combats, veut affronter la Meurthe-et-Mosellane pour un premier combat pro organisé sur ses terres. 9 semaines de préparation dures comme les aime Anne-Sophie afin de relever ce défi de taille. Car ne vous y trompez pas, Anne-Sophie Mathys se prépare bien pour l'emporter et même avant la limite. Je sais que ça va faire des étincelles, ça va faire du bruit, il va falloir que je me prépare surtout psychologiquement parce que les Norvégiens vont être là pour faire du bruit, me déstabiliser et vont être avec Brækhus. Donc il va falloir que je sois vraiment concentré et bien dans mes baskets le jour-là. On se dit Mathys elle est finie, Mathys elle a arrêté depuis longtemps. Donc, on sait que ça va être un beau combat mais ils s'attendent à ce qu'elle gagne. Moi j'ai vraiment envie de montrer que je suis capable de gagner et honnêtement je pense que j'en suis vraiment capable. L'histoire de la boxe anglaise, Anne-Sophie Mathys y est entrée par la grande porte un soir de décembre 2006 en venant à bout de Myriam Lamar. En Norvège contre Brækhus comme à Bercy il y a 10 ans, la Lorraine fera tout pour déjouer les pronostics. Évidemment, on lui souhaite bonne chance. On suivra ça le 1er octobre, ce fameux combat. Et on espère qu'elle va le gagner. On retrouve Roland Motte pour son conseil jardinage maintenant. Bonjour Roland, ça va ? Bonjour Laurence, ça va très bien. Alors vous aimez bien nous parler des graines. Il y a 15 jours, oui. Je me rappelle, c'était les graines des engrais verts. Et là, maintenant, vous voulez nous parler des graines de potiron. Oui. Graines dont on ne sait jamais quoi faire du reste. Mais on a tort d'ailleurs. On les jette. Bon, je suis déjà content que vous vous souveniez de la dernière chronique, ça c'est déjà une bonne chose. Je suis pas encore atteinte d'Alzheimer, c'est bon. Alors voilà, les courges, il y a les courges d'été que vous connaissez, avec les melons et les courgettes par exemple, et puis les courges d'hiver, qu'on appelle courges d'hiver, qu'on va récolter bientôt, qu'on commence déjà à récolter, c'est les citrouilles ou les potirons. La citrouille est bien arrondie, un peu orange, sa peau est un peu plus, sa chair un peu plus filandreuse. Et puis il y a le potiron, je vous ai amené là une courge, un morceau. Le potimarron. Le potimarron, c'est un potiron qui a un petit goût de marron. Bravo, vous connaissez. Alors, il y a 10 000 ans, bon, vous étiez sans doute pas né, il y a 10 000 ans, eh bien, les courges, on les récoltait uniquement pour les graines. Ah et oui, les graines, tiens, je vous les goûterai après, mais après, vous allez bégayer un peu, c'est compliqué de les goûter tout de suite. Celles-ci, elles sont grillées, ça se mange très bien. Eh oui, c'est excellent. Et il y a toujours plein de graines dans les courges, et donc on peut évidemment utiliser la chair pour la cuisine, et on va utiliser les graines, eh bien, pour les manger. C'est très bon pour la prostate, entre autres. Enfin, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Très bien. C'est pas une injure. Donc, on les fait griller dans un peu de beurre, c'est ça en fait. Oui, pas trop de beurre. Et puis, vous pouvez les récolter aussi. Vous allez récolter les graines pour l'an prochain. Et là, il y a une petite technique parce qu'il ne faut pas récolter ça sur les fruits les plus moches. On va prendre les pieds les plus beaux dont les feuilles sont moins malades et sur les fruits les plus jolis. Parce qu'en fait, on va faire finalement de la reproduction quelque part. On va sélectionner des graines sur de beaux fruits et donc on va replanter l'an prochain. Et pour les conserver, c'est assez simple puisqu'il faut simplement les faire sécher, les laisser sécher, les mettre dans une petite enveloppe. L'idée, c'est quand même de mettre le nom dessus. À l'ancienne. Eh bien oui, à l'ancienne, bien sûr. N'achetez pas vos graines, ça coûte une fortune. Donc, je vous fais faire des économies. Moi, je les jetais systématiquement. Donc, on les fait sécher combien de temps du coup ? Pas longtemps, en 48 heures, on va dire qu'elles sont déjà sèches. Ensuite, vous les mettez dans une enveloppe, vous mettez le nom dessus, et au printemps suivant, vous les gardez et vous allez les semer à nouveau dans un petit godet et les replanter au jardin. D'accord, sauf que il en faut combien pour faire pousser un potiron ? Parce que vous savez,
l'été, très souvent, on se retrouve submergé de potirons, on ne sait plus quoi en faire après. Donc, c'est une graine, un potiron. Et oui, c'est le principe. Ah oui. Donc, cette petite Donc, graine-là c'est pas la va vous peine donner, d'en mettre des tonnes, quoi. Et non. Alors, en général, on fait ce qu'on appelle un semis en poké. On fait un petit trou avec le doigt dans le terreau et on met 3 graines. On se dit que si jamais il y en a 2 qui foirent, il y en aura au moins une. Voilà, c'est ça. Oui. Il y en a bien une qui va repartir. Et on obtient le même résultat. Donc, on peut chaque année cultiver ces potirons et les garder les graines et puis les manger. D'accord, on a bien compris Oui. avec les vertus contre la prostate. Une dernière question, au bout de combien de temps après avoir planté mes graines, je récolte un potiron? On les plante à peu près on les sème, pardon, à peu près au mois de mars-avril. On va les mettre en pleine terre au mois de mai et on les récolte pendant le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre? Oui. Alors là, ça va dépendre en fonction des variétés. Bien sûr, merci Roland pour toutes ces précieuses informations. Merci Maître Fitante, vous revenez quand vous voulez parmi nous. Tout de suite, on va retrouver Katia Schmitt et ses invités pour la page emploi de Lorraine Matin. C'est parti. Au revoir et merci. Bonjour à vous. Bonjour Laurence. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous dire sur la cryothérapie, parce que moi j'ai entendu dire qu'il paraîtrait qu'on pourrait maigrir grâce à la cryothérapie, mais pas que. Pas que, et c'est peut-être pas l'essentiel, mais ça, on va avoir toutes les précisions avec notre spécialiste. La cryothérapie corps entier, en fait, c'est une technique qui utilise le froid, et même le très grand froid, à des fins thérapeutiques. Alors, ce procédé se développe, c'est un marché porteur, et à Nancy, justement, un tout nouveau centre très précurseur dans ce domaine vient d'ouvrir ses portes. Quels sont ses bienfaits, justement, de la cryothérapie, qui peut la pratiquer, et à qui est-elle destinée? On va voir ça, donc, avec Pierre Vespignani. Bonjour, vous êtes cofondateur de Cryostan. C'est ça, cofondateur de Cryostan, donc une société de cryothérapie corps entier. Donc bien préciser sur le mot corps entier, car on travaille avec des caissons et des chambres où on met les patients dedans pour descendre à moins 140 degrés. Voilà, on le verra dans le reportage, vous restez avec nous, vous allez nous donner toutes les précisions. Et puis avec nous également à vos côtés, Hélène Turquet, qui est consultante et gérante de la société Actualis, spécialisée dans le conseil et services RH au Luxembourg. Vous avez été pour nous au salon du recrutement de l'Université de Luxembourg, qui se tenait vendredi dernier, qui accueillait 120 exposants, proposé 2500 postes à pourvoir. C'était bien sûr à destination notamment des étudiants. Vous y avez été pour nous, vous nous direz ce qui s'est passé et quels étaient les temps forts. Est-ce qu'il faut en retenir? Pierre Vespignani, je reviens vers vous. Pour bien comprendre, on va présenter d'abord votre station. Ça s'appelle Le Garage, qui a ouvert début septembre et qui est basée déjà sur du coworking. Hein. C'est ça, c'est une surface collaborative sport et santé. Donc on a créé une station d'athlétisation, de prévention et de récupération. Donc dans cette station-là, on travaille divers professionnels, diverses sociétés, dont Cryostan, une société de cryothérapie corps entier, mais aussi des cabinets de kinésithérapie, d'ostéopathie, une salle de CrossFit, CrossFit Nancy, Objectif Prévention qui travaille en entreprise, Objectif Sport qui travaille dans le sport associatif, professionnel de haut niveau. Et Cook & Fit aussi, notre société qui travaille sur la nutrition et le coaching alimentaire. D'accord. Alors, à qui est destinée vraiment cette station? Alors, cette station... sportive de haut niveau, mais pas seulement. Hein, alors, on a utilisé les modes de fonctionnement du sport de haut niveau pour trouver un moyen d'apporter aux particuliers, à tous les individus, une association de thérapeutes et de professionnels du sport et de la santé qui peuvent intervenir directement autour d'eux. Donc, c'est vraiment à destination du grand public. C'est vrai que les techniques comme la cryothérapie corps entier étaient réservées avant aux sportifs de haut niveau ou aux centres très pointus antidouleurs, notamment à l'étranger. Nous, on veut vraiment apporter ces techniques-là vraiment aux particuliers et à tout à chacun pour qu'on puisse tous bénéficier de techniques pointues et, par exemple, encadrées. Je fais un footing 2 fois par semaine pour mieux récupérer, c'est ça? Exactement. Je peux venir... Ouais, vous êtes pour récupérer d'un footing, mais aussi pour récupérer d'une semaine dure professionnelle. Parce qu'on travaille beaucoup sur les troubles de l'anxiété, on travaille sur les douleurs, sur les troubles inflammatoires, finalement qu'on retrouve dans énormément de pathologies. On ne soigne pas, on soulage. On est vraiment une thérapie alternative à d'autres soins. Donc on travaille en collaboration avec les médecins, avec les kinés, avec les ostéopathes, avec tous les corps médicaux qui veulent travailler avec nous, bien sûr. Et donc on met à disposition cet outil-là qui clairement est très efficace. Alors justement, pour bien comprendre, je vous propose de regarder ce reportage, cette technique qui consiste donc à passer quelques minutes dans un très grand froid, qui était jusqu'à présent peu accessible, mais qui s'adresse maintenant au plus grand nombre, vous venez de le dire. Avec Cryostan, ce procédé donc ouvre les portes du bien-être aux
plus grand nombre. Bruno Demange. Dans ce grand cylindre, du froid, du grand froid, à plus de moins 140 degrés, dans lequel un patient va être invité à passer 3 minutes. Cette thérapie, qui jusqu'alors était réservée à un public privilégié, tel les grands sportifs, est désormais accessible à tous ceux qui veulent tenter l'expérience. Je suis là à moins 150 degrés. C'est un petit peu la spécificité de la technique de l'azote, qui est la seule technique dans laquelle nous pouvons arriver à ce type de température. Il ne fait pas froid ? Non, c'est de l'air sec. C'est de l'air sec. Alors, mon corps en ce moment est en train de générer un petit peu de ses immunités. Il me balance mon cerveau qui est un petit peu attaqué là, grâce au froid qui m'entoure. Ben voilà, me balance un petit peu d'anti-inflammatoires et va me balancer, je pense, à la fin de la séance, quelques endorphines qui vont me procurer un plaisir extrêmement délicieux. L'objectif de la thérapie est donc de faire réagir le corps de façon naturelle pour atténuer des douleurs ou encore calmer des anxiétés. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'écart de température. C'est pour ça que de descendre dans un plus gros écart de température, c'est ce qu'on recherche. En fait, c'est pas vraiment le moins 140 qui nous intéresse, c'est ce choc thermique, cette différence. Et il faut aller le plus bas possible. C'est pour ça qu'on utilise l'azote liquide pour aller travailler en fait avec ces chambres-là, qui est la seule façon en fait finalement d'obtenir un froid aussi froid que ça. Et dans ce nouveau lieu, au-delà de la cabine individuelle, il en existe aussi dans lesquelles il est possible de passer à plusieurs. Le principe est le même, jouer sur ces grands écarts de température de la même façon. L'équipement ne comporte pas de toit et le gaz peut donc s'échapper par le haut. Alors je disais, c'est un projet vraiment très novateur, ça n'existe pas au niveau national. La structure collaborative n'existe pas. Les chambres de cryothérapie, elles existent déjà en France depuis quelques années. Mais là, une vraie structure collaborative de cette façon-là, où on travaille main dans la main entre diverses professions, non, pas vraiment. La difficulté était surtout d'associer juridiquement toutes ces professions, qui sont des fois un pied dans la santé, d'autres dans le sport, d'arriver à les faire travailler ensemble, et puis surtout sur le même lieu, avec toutes les normes que ça implique, notamment aussi l'installation des chambres de cryothérapie. Donc, c'était un défi qu'on s'est lancé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on a l'ouverture qui est là, juste en face de la pépinière. On voulait aussi avoir un lieu où on puisse accompagner les gens en extérieur, avoir un accès sur un lieu emblématique de Nancy où il y a des terrains de sport, où les gens ont l'habitude d'aller faire leur footing, leur vélo, leur tour à vélo, ou même promener leur chien, pour vraiment être dans un endroit bien. C'est vrai qu'à Nancy, la pépinière, c'est l'endroit idéal, d'où le nom aussi Cryostan. On voulait tamponner notre centre nancéen, c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en centre-ville. Et la pépinière, la plastane, sont des lieux qui parlent aux Nancéens et qui respirent un petit peu le bien-être. Alors on a essayé de s'en servir. Voilà, vous avez touché au cœur. Alors vous êtes très investi dans les grands clubs sportifs nancéens notamment. Mais aujourd'hui, qui peut ouvrir un centre de cryothérapie concrètement ? Alors qui peut ouvrir un centre de cryothérapie ? Je dirais tout le monde. On n'est pas forcément obligé d'être dans le milieu médical ou paramédical. C'est une thérapie alternative. Ça nécessite un investissement lourd, donc d'être quand même, à mon avis, déjà dans un processus de santé et de sport déjà assez abouti. Et puis ensuite, on travaille quand même à moins 140 degrés avec des gens qui ont des douleurs. Donc il y a un encadrement qui est très rigoureux à avoir, une installation aussi qui est très rigoureuse à avoir. Donc souvent, c'est plutôt des gens de la santé et du sport un peu pointus qui vont aller se mettre dans ce milieu-là, parce que il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment contrôler ça. Faire comme on veut, j'imagine que c'est. Non, voilà, il y a des protocoles. Il y a un bilan préalable d'ailleurs à faire. Voilà, il y a un bilan préalable. Alors, pour les médecins qui connaissent bien les techniques, et ils sont nombreux, notamment dans la rhumatologie, les médecins du sport, ils ont l'habitude de connaître, donc ils savent exactement bilanter leur patient, même sans ça, bien sûr, ils savent bilanter, mais peut-être un peu plus précisément dans ce qu'on pourrait attendre. Les contre-indications, elles ne sont pas énormes, elles sont quand même un petit peu toutes les techniques habituelles. Et ensuite, nous, au sein du centre, on a aussi un autre bilan. Donc, on met en place un bilan, on a aussi une prise de tension avant de rentrer. Et ensuite, on a aussi une fiche de consentement mutuel. Donc, avant de rentrer dans une chambre de cryothérapie, les responsabilités sont claires et sont partagées. Et on sélectionne aussi les gens qui vont rentrer dedans. C'est pas du tout un accès libre, c'est sur rendez-vous. C'est très contrôlé. Et c'est ce qui fait la qualité après des traitements. Mais d'ailleurs, comme tous les traitements,
C'est pour ça que dans la santé, en principe, on a ces habitudes-là. Donc, bien sûr. Un dernier mot sur le marché porteur, effectivement, avec peut-être quelques chiffres, notamment aux États-Unis, mais aussi peut-être chez nous. Ouais. Alors chez nous, les chiffres précis, on ne peut pas vraiment les connaître à l'heure actuelle, parce qu'il y a plusieurs marques qui sont porteurs de ces projets-là. Il y a une dizaine de jours, je suis allé au salon de Rééduca, donc le salon de la rééducation à Paris, et le quart du salon était destiné à la cryothérapie, qu'elle soit corps entier, qu'elle soit corps partiel, qu'elle soit totalement partielle, parce que la cryothérapie, c'est juste le traitement par le froid, qui est utilisé depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on sent bien que la thérapie par le froid a énormément évolué avec la technologie et qu'elle est utilisable. Donc c'est un marché qui est porteur, notamment dans les thérapies directes, donc dans la physiothérapie qu'utilisent les kinés, les médecins, les centres, mais aussi dans le bien-être, ou dans le sport, ou dans les traitements de la douleur et des troubles de l'anxiété. Donc c'est un marché qui, à mon avis, est très porteur. Et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder un peu. On voit à l'étranger, aux États-Unis, ils vendent 300 en ce moment, 300 à 400 chambres par an, donc ça commence vraiment, c'est des gros investissements, et c'est les chiffres qui nous sont revenus. En France, je vois bien que toutes les semaines, il y a des centres qui ouvrent un petit peu aux quatre coins de la France, c'est très bien d'ailleurs. Et que c'est bien parti pour Cryostan. Merci beaucoup, Pierre Vespinel, d'avoir venu sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi. Des offres d'emploi envoyées par l'agence de travail temporaire ADECO de Thionville avec un poste, vous le voyez, de technicien chauffagiste. Vous ferez donc du dépannage sur chaudière à gaz. Vous avez une formation bac pro ou BTS. Autre poste, électromécanicien. Là aussi, bac pro demandé, électrotechnique ou électrique. Voilà, si vous êtes intéressé, mais bien sûr, faire acte de candidature. Vous le voyez sur le www.adeco.fr. Le salon de recrutement de l'Université de Luxembourg s'est tenu vendredi. Une belle opportunité, bien sûr, pour les étudiants qui cherchent à trouver quoi ? Un stage, un job au Grand-Duché. Que faut-il en retenir ? Hélène Turquet, gérante de la société Actualis, spécialisée dans le conseil et les services RH au Luxembourg, y a été pour nous à mener l'enquête. Et qu'est-ce qu'il fallait en retenir, Hélène ? Bonjour. Bonjour. Donc ça a été en effet une très belle journée avec un magnifique soleil, ce qui a certainement aidé les étudiants qui s'étaient levés tôt, qui venaient de loin et qui ont dû attendre dans les files d'attente pendant plusieurs heures pour des entretiens. Très très beau résultat, 4600 personnes s'étaient inscrites sur le site au préalable. 1000 personnes ont été refusées parce qu'elles cherchaient dans des secteurs complètement différents ou ne rentraient pas dans la population qui était ciblée à ce moment-là. Donc il y a eu 3600 visiteurs. 120 sociétés donc présentes, 30 sociétés de plus que l'année précédente. Vous l'expliquez tout à l'heure, plus de 2500 postes, c'est 35% de plus que l'année passée. C'est énorme. Si on regarde un petit peu la répartition au niveau des secteurs, le secteur informatique arrive en tête avec 21% des offres, suivi de très près par l'ingénierie avec 20%. Autrefois, le numéro 1, la finance, représentait que 18%, suivi par l'audit et la comptabilité, et enfin le secteur juridique. Clairement, les gens ne venaient pas uniquement de la grande région. Il y avait des étudiants qui venaient un petit peu partout dans toute la France et de l'étranger. L'organisateur de l'événement avait mis à disposition des bus au départ de grandes villes comme Paris et Lyon. C'est génial, ça. Pour permettre aux étudiants de se rendre sur place, et avait également créé un groupe sur Facebook de covoiturage. Donc ça a créé en effet une très très bonne dynamique pour tous ces jeunes. Il est clair que les sociétés sont beaucoup plus ouvertes à offrir des opportunités aux jeunes. Le secteur informatique est clairement en pénurie, donc ils sont prêts à former ces jeunes au métier qu'ils recherchent. Alors il y avait un petit peu de côté ludique justement sur ce secteur avec des recruteurs déguisés en personnages de Star Wars, donc pour un petit peu mettre l'ambiance. Les gros stands, en tout cas ceux qui ont eu le plus de succès, c'était Ferrero, Amazon, où là la queue n'a pas des amplis, et les gros cabinets d'audit. Bien sûr. Alors, on va parler d'un autre sujet, d'actualité. Le stress, on a tous repris le chemin du travail. La France est d'ailleurs mauvais élève par rapport à ses voisins européens à ce niveau-là. La pression est souvent de plus en plus forte au niveau professionnel. Au Grand-Duché, là aussi, on essaye de prévoir, de se prémunir, et il y a plusieurs événements qui sont prévus, Hélène. Alors, le stress au travail, on en parle depuis des années. La Convention européenne sur le stress au travail a été signée en octobre 2004, donc ça fait 12 ans. Il est clair que le stress au travail peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale et physique. Donc on peut en avoir en effet déjà le burn-out, ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. On peut avoir des comportements de dépendance.
ce soit de l'alcool, de la drogue. On peut avoir des troubles physiques, des ulcères, des infarctus. Et au niveau de l'entreprise, le stress peut entraîner un taux d'absentéisme très élevé, une forte rotation au niveau du personnel, une baisse de motivation également des salariés. Et enfin, on peut aussi avoir des situations de conflit et de tension au sein de l'entreprise. Donc même malgré la particularité de chaque cas, on note que les situations reviennent régulièrement. C'est surcharge de travail. Rôle mal défini dans l'entreprise et puis des situations en effet de tension qui ne sont pas gérées. Il existe à Luxembourg un service qui s'appelle le service Stressberatung, qui est un service de consultation pour le stress au travail. Ouais. Ce service s'adresse aux travailleurs, qu'ils soient luxembourgeois ou frontaliers, et propose des consultations gratuites pour aider justement les personnes à y voir plus clair et à les conseiller quand ils vivent le stress. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous trois. Demain, Katia, on parlera des services à la personne justement pour se décharger un peu. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Belle journée à vous trois. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de notre coup de cœur. Notre coup de cœur porte ce matin sur le portail dédié au monde des logements sociaux. En clair, il s'agit de trouver un logement social en un clic. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau la fondatrice vosgienne de ce portail, Maïmouna Niane. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est un site qui est tout jeune. Il a été créé en janvier dernier. On va en parler dans un instant. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire que vous, le logement social, vous êtes tombée dedans depuis toute petite, au point de faire des études sur le sujet et une thèse sur laquelle vous êtes en train de travailler. Comment expliquez-vous cette passion ? Voilà, donc merci pour cette invitation. Donc merci également d'avoir choisi monbailleur.fr comme coup de cœur, puisque le cœur est ce qui a animé la genèse et la création de ce site. Je suis effectivement passionnée par le logement social. J'y suis née, j'y ai travaillé et j'y travaille encore en tant que consultante et auditrice. Effectivement, donc le logement social, c'est vraiment l'art d'allier l'humain et l'urbain. C'est vraiment aussi l'art de promouvoir le savoir-faire des 800 bailleurs et des 82 000 salariés du logement social. Alors justement, on va revenir à votre site. Vous pouvez nous en expliquer un peu le principe ? Oui, alors très rapidement, le constat est le suivant. On a 742 bailleurs sur le territoire français. 4,4 millions de logements sociaux en France. L'idée, c'est de pouvoir expliquer et puis permettre une accessibilité plus simple aux 70% des Français qui sont éligibles au logement social. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus par rapport à, si j'ose dire, une recherche classique avec une demande papier ? Alors, prenons un exemple tout simple. On recherche un logement sur Lyon. Donc, sur Google, logement social HLM pas cher, logement pas cher, enfin plusieurs mots-clés. On arrive sur 28 bailleurs sociaux sur un même territoire, sur une même ville. Imaginez pour le client, pour le prospect, la recherche est assez complexe. Et le logement social, effectivement, est régi par la réglementation. Et l'idée, c'est de pouvoir l'expliquer simplement. Donc, mon site, a pour vocation de réunir les bailleurs sociaux sur une même plateforme pour qu'ils puissent promouvoir, valoriser leurs biens, donc la location, mais également la vente, l'accession sociale à la propriété. Et donc, on rentre ces données, parce que ces propres données personnelles, parce que pour être éligible au logement social, il faut répondre à certains critères, tout à fait, de revenus, notamment. etc. Donc ça, vous les demandez, j'imagine, sur le site également. Alors, le site a pour vocation vraiment d'être une vitrine. L'idée, c'est d'aider les bailleurs à louer ou à vendre. Et les bailleurs répondent à votre demande? Pour l'instant, ça marche plutôt bien? Alors, on a une centaine de bailleurs. Le site a été mis en ligne le 18 janvier, donc 2016. On a là une centaine de bailleurs. Mais les bailleurs restent maîtres de l'attribution, de l'instruction des dossiers. Nous sommes là qu'en matière de communication et marketing. Comme je dis toujours, l'union fait la force et c'est vraiment la vocation de ce site. Et puis, vous recherchez davantage de transparence, c'est ce que vous me disiez au téléphone l'autre jour, d'équité par rapport à ce qu'il se passe à l'heure actuelle où on sait tous qu'il y a certains passe-droits par rapport au logement social. Vous voulez que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors vraiment, je vous parlais de passion et d'envie effectivement de transparence et d'équité. L'idée de monbailleur.fr, c'est de permettre et de rendre le bien public
public finalement. Vraiment aider ces internautes à identifier les logements disponibles et l'idée c'est vraiment d'accompagner et d'encourager les bailleurs à publier leurs offres. Merci beaucoup Maïmouna, monbailleur.fr et on vous souhaite bon vent. On se retrouve demain. Nous vous expliquerons comment et pourquoi devenir conseiller citoyen avec Malika Dati, vice-présidente du Grand Nancy. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. À demain 9h50 évidemment pour de nouvelles aventures matinales. Ciao.